la tombée de ce masque, l'abandon du masque, l'acceptation de ce que je suis, ça correspond ici. Et c'est peut-être pour cela aussi que je m'y sens aussi bien. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, je suis journaliste et j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager. Depuis, je vis près de Toulouse et je peux vraiment dire merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice et j'ai enfin déménagé au Pays Basque. C'est vraiment grâce aux rencontres étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur deux. Vous rêvez de changer de ville, mais ça vous fait peur et c'est normal. Écoutez les témoignages optimistes et réalistes de celles et ceux qui ont sauté le pas et passé à l'action grâce aux conseils concrets de nos experts. De ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger à votre installation, on est à vos côtés à chaque étape de ce grand projet. Trop bien! Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais oui, tout à fait Anna. 1, 2, 3, Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, je suis en enregistrement à distance avec plusieurs personnes. Je ne suis pas que avec un invité. Avant de vous dire qui est l'invité de cet épisode, je voudrais vous présenter Estelle, qui est l'hôte du podcast Futur Chien Guide et qui m'a invité il y a quelque temps à interviewer ensemble notre invité du jour, Christian, qu'on va vous présenter juste après. Mais d'abord, je voudrais vous présenter Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Valérie, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien. Je suis vraiment contente qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. Et puis toi aussi, tu as dit Ciao Paris. Et On est quand même reliés par le fait qu'on fait un podcast, mais aussi par le fait qu'on a déménagé toutes les deux, tout comme notre invité. Exactement, j'ai dit Ciao Paris il y a 6 mois. C'était un projet qui était déjà en tête depuis que je suis montée à Paris, en fait. Mais il a mis un peu de temps, et plus de temps que ce que je pensais à se réaliser, puisque je suis restée une dizaine d'années à Paris avant de redescendre en région lyonnaise. Ouais, le provisoire qui dure, on connaît. On a apprécié, on va dire, et puis ensuite, on est passé à l'action. Et donc oui, comme tu le disais, moi je suis l'hôte du podcast et la créatrice du podcast Futur Chien Guide, donc qui est un podcast qui s'intéresse à l'univers des chiens guides d'aveugles. J'interroge 2 fois par mois à mon micro des personnes qui sont issues de cet univers des chiens guides d'aveugles comme moi, puisque je suis bénévole non plus pour Paris, mais pour Lyon maintenant. Et donc viennent à mon micro des maîtres de chiens guides, comme nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui ensemble au micro, des salariés des écoles de chiens guides et aussi des bénévoles comme moi qui sont impliqués à différents niveaux de l'éducation du chien. L'objectif étant que tout le monde trouve sa place dans cet univers des chiens guides qui est petit mais méconnu, et surtout qu'on donne encore plus de possibilités aux personnes qui le souhaitent d'avoir des chiens exceptionnels dans leur vie, comme va nous le raconter encore Christian dans cette deuxième partie de notre échange ensemble, parce qu'aujourd'hui, seulement 1% des personnes déficientes visuelles ont un chien guide. Alors tous n'en veulent pas, mais entre 1 et 100%, il y a de la marge. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'enregistrer, qu'on enregistre cet épisode ensemble ? Eh bien, c'est vrai que Ciao Paris, je suis les actus depuis un petit moment. J'ai moi-même dit, comme tu le disais, Ciao à Paris. Et puis, je me suis dit, ce serait intéressant d'avoir un autre micro à toutes les deux, quelqu'un qui a dit avec son chien guide Ciao Paris. Chien guide parisien ou s'il venait d'ailleurs, mais en tout cas, qui a vécu cette vie trépidante parisienne et qui a fait le choix, pour ses propres raisons, de quitter Paris et de trouver un autre lieu ailleurs en France. Et d'ailleurs, sans transition, ou plutôt si justement, tu l'introduis très bien, on peut accueillir notre invité du jour. Bonjour Christian. Bonjour Valérie, bonjour Estelle. Bon, toi, Christian, tu as dit Ciao Paris avec ton chien Moti en 2021 et aujourd'hui, tu es à Antibes et tu vas nous raconter ce beau périple que vous avez fait ensemble. Est-ce que tu peux nous remettre dans la situation quand le déclic du départ se fait, quoi? Le déclic, on est encore pendant la période Covid, en 2020. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas comment faire. Je me dis quand même, si j'étais dans une
je sais pas où, hein, mais si j'étais dans une maison avec un petit terrain, ce serait bien. Et puis après, je pense à autre chose. Je me dis, bon, Moti, je m'entends de mieux en mieux avec lui. Vraiment, c'est super. On a une très belle vie. Et on devient tellement fusionnel qu'il est hors de question pour moi de m'en séparer, c'est-à-dire y compris à la retraite. Moti, il aura droit à la retraite à partir de 8 ans. Bon, ça va, il est en pleine santé. Je pense que ça va durer plus longtemps. Mais bon, on peut dire qu'en gros, à 10 ans, il sera à la retraite. Mais il est hors de question que je m'en sépare. Donc là, à ce moment-là, tu travailles encore. Non, parce que j'avais plus de travail même. Bon, je me trouvais des occupations. Et il y avait surtout cette idée de dire, quand Moti sera à la retraite, de toute façon, moi, je vais en reprendre un. Donc, je vais avoir 2 chiens. Donc, 2 chiens dans l'appartement. S'il y a encore des histoires de Covid et compagnie, ça risque d'être un petit peu difficile quand même, parce que c'est pas des petits chiens. Là, tu voyais à long terme parce que Moti, du coup, c'est un labrador, un beau labrador sable, même un peu caramel, on peut dire, sur les bords. Et c'est vrai que dans la vie d'un chien guide, il y a la retraite qui arrive, comme tu disais, à 8-10 ans. On suit en tout cas son état de santé pour le mettre à la retraite au bon moment pour qu'il puisse en profiter quand même. Et il y a la possibilité de le garder. C'est le maître est numéro un sur la priorité pour garder éventuellement le chien s'il le souhaite et s'il en a la possibilité. Et du coup, quand tu auras ces 2 chiens, il faudra avoir la place et c'est ça qui t'a fait réfléchir à ce projet. Bon, moi, je suis né à Paris. J'ai fait toute ma vie à Paris et en région parisienne, en Île-de-France. C'est très bien quand on est actif, Paris. Enfin, très bien, ça dépend. Quand on est actif, quand on est jeune, mais il arrive un moment où on sature un petit peu quand même. Et moi, j'avais envie d'autre chose. J'avais vraiment envie d'autre chose. Bon, tout ça mis bout à bout avec la vie perso qui bascule, l'arrivée d'un chien, dans quelques années, peut-être 2 chiens. Bon, ça fait réfléchir. Et puis cet appartement qui ne me convient pas vraiment. Bon, ça faisait beaucoup d'éléments, donc je me suis mis à la recherche de quelque chose avec l'idée de, bah, si je trouve pas tout de suite, eh ben, je pars dans le petit pied-à-terre de Nice. Mais je me suis mis à la recherche, voilà, de quelque chose. Donc comment ça se met en ordre, tout ça? Comment tu organises tout ça? Je mets d'abord mon appartement en vente, puisque en fin de compte, je suis pas à la rue. Je suis pas à la rue puisque j'ai mon pied-à-terre niçois. Donc, je mets en vente mon appartement, qui se vend très rapidement d'ailleurs, hein, puisque j'ai dû passer l'annonce en juin et je crois que c'est la date du 14 juillet, j'ai retiré l'annonce parce que ça y était, c'était vendu. Ça se vend vite, mais ça se vend vite sur le papier, hein, parce que ça s'est vraiment concrétisé le 7 janvier ou le 8 janvier 2021. La signature chez le notaire, hein, remise des clés, etc. Mais bon, faut tout organiser, faire un choix. Dans ce que j'ai fait, j'ai passé mon temps à faire des cartons parce que j'avais décidé de ne venir sur la Côte d'Azur avec aucun meuble, donc que des cartons. Donc faire le tri dans ce que j'amène pas, etc. Me débarrasser du mobilier progressivement et tout. Mais tout s'est vraiment très 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 bien goupillé. Prendre un garde-meuble pour garder les cartons le temps que je trouve une maison, aller m'installer dans le petit pied-à-terre à Nice, et c'est à partir de là que j'ai cherché et j'ai trouvé assez rapidement une maison dans le coin. Et à ce moment-là, j'ai revendu le petit appartement de Nice. Ouais, donc ça s'est fait sur un laps de temps très court, en fait. Oui, comme je disais tout à l'heure, donc la signature définitive, remise des clés, ça c'était la première semaine de janvier 2021, et j'ai emménagé ici, là, à Antibes, le 31 mai. Et pourquoi Antibes? J'avais pas mal de critères. Je disais, bon, je veux une maison comme ceci, comme cela, pas trop loin des commerces, mais un petit peu isolé quand même. Enfin bon, beaucoup de critères, ce qui est totalement introuvable parce qu'on peut jamais avoir tous les critères de cocher. Au départ, je voulais la ville de Nice, mais la ville de Nice, c'est très très difficile de trouver des maisons tranquilles en centre-ville. Enfin bon, c'est quasiment impossible. Ou s'il y en a, c'est vraiment totalement hors de prix, hors budget. Donc c'est en élargissant progressivement. Ici, Antibes, on est à quoi? On est à une quinzaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres de Nice. Donc ça va, c'est pas loin. C'est le hasard, hein, c'est la configuration de la maison, du terrain, etc., qui m'ont fait choisir celle-ci. Est-ce que ça t'a posé des difficultés particulières, ton handicap par rapport à ce déménagement, par rapport à l'organisation, par rapport au fait de changer de maison, de lieu de vie? Dire que ça m'a posé des difficultés, non, non.
Point de vue organisation, il n'y a pas de problème, puisque même du temps où j'étais avec mon épouse, on a dû déménager une bonne quinzaine de fois dans notre vie. Donc, je sais comment ça marche, je sais comment on s'organise, etc. Le choix de la maison, là, c'est plus délicat. Parce que c'est sûr que moi, je me référais qu'au texte de l'annonce. Les photos, etc., c'était pas possible. Donc là, on avait quand même une bonne communication avec mes enfants. Je leur envoyais l'annonce que j'avais sélectionnée. Bon, eux regardaient les photos pour s'assurer dans quel état ça pouvait être, etc. On se débrouillait toujours pour avoir l'adresse. Comme ça, eux regardaient sur Google Maps dans quel quartier c'était, s'il y avait des commerces à proximité, s'il y avait plein de trucs, etc. Et dernière étape, si vraiment ça répondait à tous les critères, à ce moment-là, j'allais visiter avec l'un d'entre eux. Mais il y avait des choses non négociables, par exemple, de la part de mon plus jeune fils. Je me rappelle, une fois, j'avais envoyé une photo, une annonce, il me dit « Ouais, c'est bien, mais t'iras pas là parce qu'il n'y a pas de trottoir, donc c'est pas la peine d'aller là. » Ouais, il y a des choses comme ça, auxquelles c'est important, des critères qui sont importants, pour toi? Les critères importants, c'est la proximité des transports en commun quand même. C'est très difficile de trouver une maison au calme à proximité des transports en commun aussi. Tu vois, mais ça va, là je suis content, j'ai réussi à le faire. Moi je suis dans une impasse très tranquille où j'entends pas du tout le bruit de la circulation. Mais par contre, le premier arrêt de bus qui m'amène directement à la gare en 5 minutes, il est à quoi? À 2 minutes à pied, quoi. C'est tout à côté. Et donc là, ça fait partie des critères indispensables. Il fallait que ce soit quelque chose de pas trop isolé, parce que depuis un certain temps, moi, je ne fais plus les courses en supermarché. Je me fais livrer, hein, je passe mes commandes sur Internet et je me fais livrer. Donc il faut évidemment que ce soit des adresses desservies par les livraisons des hypermarchés. Je tenais aussi à ne pas être trop éloigné d'une pharmacie. Hein, pharmacie, et puis là, ça tombe très bien. Là, à 450 mètres, j'ai un centre médical avec tout ce qu'il faut, et puis en dessous, il y a la pharmacie, donc impeccable. Je me remets dans le temps. Au moment où donc tu trouves cette nouvelle maison à Antibes, on est à quel moment? Redis-nous. Alors, la maison, j'ai emménagé dedans au 31 mai 2021. Je l'ai trouvée, on va dire, mars, à partir du 15 mars. Donc mai 2021, tu arrives, à Antibes. Comment ça se passe les premiers temps, dans ta maison? Est-ce que dans ta maison, puis dans ta nouvelle ville, est-ce que tu t'y sens bien? Qu'est-ce que tu sens, qui te plaît sur place? Qu'est-ce qui te déstabilise au contraire? Raconte-nous un peu ces premiers temps, Ah, c'est particulier, hein. C'est-à-dire que là, c'est pareil, c'est un petit peu la même réaction que tout à l'heure avec les débuts avec Moti, quoi. C'est d'un seul coup dire bon, dans quoi je m'engage là? Alors, je m'étais juré que plus jamais je ferais de bricolage, que plus jamais je ferais de jardinage. Je suis en train d'acheter une maison, donc il va nécessiter forcément un minimum de bricolage, d'entretien, un minimum de jardinage. Je vais débarquer dans un quartier que je ne connais pas, où je connais personne. Est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix? Ça fait réfléchir. Je crois que tous ceux qui ont dit Ciao Paris à un moment se sont posés cette Ouais, ouais. question, hein. J'en reviens à au mot qu'Estelle me demandait me définissant. Là, effectivement, je pense que l'optimisme joue son rôle. Dire, bon, écoute, t'en as vu d'autres, hein, c'est pas la première fois que tu fais des choses comme ça, et ça va aller. Ça va aller. Bon, par contre, j'ai été quand même pas mal épaulé là aussi par l'un de mes fils qui, quand j'ai pu disposer par exemple des plans de la maison, parce que c'est pas évident quand tu te trouves dans un environnement que tu connais pas, que tu te retrouves tout seul par exemple, même l'intérieur de ta maison, eh ben, te positionner, tu es dans ton séjour, bon, elle est où la porte pour aller à tel endroit, etc. Eh ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur le plan en noir, hein, une photocopie, il m'a collé des allumettes sur chaque cloison, sur chaque truc comme ça et tout. Ce qui fait que j'avais en relief, j'ai eu 2 mois pour me dire, ah oui, alors c'est ça. Donc ce qui fait que quand je suis arrivé dans la maison, je la connaissais pas par cœur, mais presque. Je savais m'orienter dedans. Et il m'avait fait la même chose pour un petit peu l'environnement, quoi. Dire, voilà, ton portail, il est à tel endroit par rapport à la maison, le garage, il est à tel endroit. Et, enfin bon, c'était vraiment très bénéfique pour moi, pour me préparer à ça. Maintenant, il y avait toujours un petit peu cette angoisse de se dire, je débarque dans un quartier totalement inconnu, comment ça va se passer? Et là, Moti entre en ligne de compte. Ça a été fantastique, parce que en un mois de vie ici, j'ai connu plus de gens qu'en 5 ans dans le même appartement à Paris, quoi. Ça, c'est la magie des chiens.
Et c'est la magie du chien guide, exactement, c'est le mot, c'est la magique, c'est magique. Moi, tout de suite, il y a des gens qui sont venus me voir, «Ah ben, on est vos voisins, puis alors tout de suite, est-ce qu'on peut se tutoyer et tout?» Et puis hop, ben voilà, mais Moti, c'est un facteur, sociabilisant incroyable. Donc ici, maintenant, dans mon quartier, je connais tout le monde connaît Moti. D'ailleurs, ils disent bonjour à Moti avant de me dire bonjour, mais il m'a beaucoup, beaucoup aidé, quoi. Et tu as été aidé par un éducateur. Est-ce qu'il y a un éducateur de Paris ou de Nice qui est venu pour t'aider à apprivoiser ce nouveau terrain de jeu ou pas du tout? Alors non, en fin de compte, non. J'ai fait, ce que font d'autres maîtres de chien guide avec des éducateurs, bah, je l'ai fait avec d'autres personnes, mais ça revient au même. Et Moti, lui, faut, tu vois, si tu lui dis une fois, on va à la pharmacie, il repère le trajet et il peut t'y emmener après les autres fois comme ça, ou il faut qu'il fasse plusieurs fois le trajet? Une seule fois. Moi, ce qui m'a bluffé, bah, tout à l'heure, Estelle me parlait des choses qui m'ont bluffé, ça en fait partie, même si je savais que ça se passait comme ça, parce que je l'avais déjà fait sur Paris, mais je suis allé voir une fois, avec quelqu'un, bah, avec un de mes fils, donc où se trouvait le vétérinaire. Le lendemain, j'ai dit à Moti, alors moi je l'appelle le docteur, hein, je dis on va chez le docteur, on s'y est retrouvé tout de suite, alors que c'était 1 kilomètre 8, je crois, et qu'il faut traverser des rues, et qu'il faut... Il sait où c'est, il n'y a rien à faire. Et c'était très, très, très impressionnant de dire que quand j'avais à la fois l'appartement parisien et puis le petit pied à terre à Nice, mais il s'adaptait immédiatement. Quand on sortait de l'ascenseur, c'était pas du tout le même côté qu'il fallait emprunter pour aller à l'appartement, que ce soit dans une ville ou dans l'autre. Mais il savait très bien par où il fallait tourner, il confondait pas, hein. Oui, ça lui arrive pas comme nous de se réveiller et de pas savoir où il est, quoi. Oui, mais non, c'est vrai ils ont cette faculté immédiate d'orientation, quoi. Et puis ils ont sûrement des indices supplémentaires, olfactifs. On le dit souvent, hein, ils doivent l'utiliser dans le guidage, même si on leur apprend pas forcément. Ça fait partie des empreintes et de l'identité des lieux, des trajets en tout cas. Ben voilà, là aussi, dans un des premiers trucs qu'il a fallu que je repère aussi, et avec Moti et puis avec l'aide de quelqu'un, dire bon bah où se trouve, ben voilà, dans l'impasse où se trouve ma maison, quoi, parce que je cherche pas à entrer dans le portail de quelqu'un d'autre. Bon ben là c'est pareil. Moti l'a repéré une fois, ça c'est la maison, ben maintenant il sait très bien où est la maison et où est celle des voisins. On discutait tout à l'heure avec Estelle avant ton interview, avant que tu arrives, et je disais, moi, ce qui est marquant pour moi dans toutes les interviews que je fais, et qui est un point commun entre tous mes invités, c'est que souvent, déménager, tu vois, pour moi, c'est vraiment un espace où tu pars à ta rencontre, en fait. Et il y a cette idée quand même que le fait de déménager dans une nouvelle ville, une nouvelle région, c'est aussi un espace vierge pour arriver avec la nouvelle personne que tu es ou que tu as envie d'être. Est-ce que ça te parle, cette idée-là? Ça me parle, mais je mets aussi plus cela en relation avec le fameux masque que j'ai lâché. Et ça correspond vraiment, parce que c'est vraiment là depuis je dirais que les 2 premières années avec Moti, il y avait encore quelques vieux réflexes qui étaient là. Maintenant que j'ai totalement laissé tomber ça et qu'il n'est même plus accroché au menton, Ce masque dont tu parles, je le dis juste pour nos auditeurs et nos auditrices, ce masque dont tu parles, tu en parles très bien dans l'épisode qui est disponible sur le podcast d'Estelle, Futur Chien Guide. Et c'est en fait l'idée que bah, tu n'acceptais pas ton handicap et que tu as vécu toute ta vie professionnelle en faisant comme si tu n'avais pas de handicap visuel. exactement. Et la tombée de ce masque, l'abandon du masque, l'acceptation de ce que je suis, bah, ça correspond ici. Et c'est peut-être pour cela aussi que je m'y sens aussi bien, certainement. Ouais, ça a été comme l'aboutissement parce que finalement, tu as passé toute ta vie pro à tenter de masquer ce handicap. Et puis au moment de la retraite, tu as décidé de tomber ce masque. Pour ta retraite, elle est arrivée en quelle année, rappelle-moi? La retraite est arrivée en 2016. 2015, c'est ce que tu racontes. Malheureusement, ton épouse est décédée. 2016, tu es à la retraite. Et il y a comme ça ces 2 grands événements qui viennent bouleverser ta vie et qui t'ont un peu poussé quelque part à envisager de tomber le masque. Oui, 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 c'est certain, parce que ben là, maintenant, il faut se bouger, quoi. Faut se bousculer et ne pas s'embarrasser de choses qui n'ont plus du tout d'utilité. Je n'ai aucun avantage à masquer quoi que ce soit aujourd'hui. Et la vie est tellement plus simple sans masquer.
autant j'avais une raison, parce que, comme je le disais avec Estelle, c'est que à l'époque où j'ai entamé ma carrière, le handicap visuel avait moins bonne presse qu'aujourd'hui, et voilà, les aménagements, ils n'existaient pas, il fallait être plus rentable et efficace. Ce qui me demandait d'ailleurs de travailler au moins 3 fois plus que les autres, parce que voilà, je voulais pas non plus que on puisse mettre en rapport une éventuelle erreur avec des difficultés que inévitablement on soupçonnait. Faut pas se leurrer, hein, mais on n'en connaissait pas l'ampleur, tout simplement. Et là, dans ton nouveau quartier, dans ta nouvelle ville, du coup, la cécité, c'est quelque chose qui est affiché par la présence de Moti. Enfin voilà, tu as passé un cap au final, que ce soit dans le déménagement ou dans voilà, le fait d'assumer en fait, d'accepter peut-être ta cécité. Ça, c'est quelque chose qui a été fait tout naturellement en fait. Oui, ça s'est fait naturellement parce qu'il n'y a plus aucun intérêt aujourd'hui à faire autrement. Donc, et ça facilite tellement les choses. C'est un vecteur de contact. Il attire, c'est un aimant, quoi. Il attire les gens, quoi. Et moi, j'en suis très heureux d'ailleurs, parce que je pense que si je me baladais avec une cale blanche, ça n'attirerait pas les gens, quoi. Il y a rien à faire, hein. Bah, les gens sont handicapés face à quelqu'un avec une canne blanche. Et oui. Mais c'est vrai que je pose souvent la question à mes invités de comment ils ont fait pour rencontrer leurs futurs amis. Comme dit mon fils, tu vois, il dit maman viens. Quand on est arrivé près de Toulouse il y a 2 ans, il dit allez maman viens, on va rencontrer nos futurs amis. Et donc, mais toi en fait, tu avais déjà ta carte de visite. Moi tu j'ai vois, un appât, moi c'est comme à la pêche là. Puis alors il y a aussi d'autres aspects, tu vois, parce qu'il y a pas mal de gens dans le quartier qui ont des chiens, mais souvent, je discute avec des voisins qui me disent, mais on dirait vraiment pas que t'as un chien, on l'entend jamais. C'est vrai que mon chien, il aboie pas, c'est pas un chien qui aboie, quoi. des chiens guides, ça, ou c'est... Chien guide, chien d'assistance, en fait, c'est pas qu'ils aboient pas. Alors, il y en a qui savent pas du tout aboyer dans les chiens guides, chiens d'assistance, parce qu'on leur a appris à pas trop aboyer, en fait, tout simplement. Et il y a des chiens guides qui savent très bien se faire comprendre. C'est juste que dans le quotidien, tu vas pas les entendre aboyer pour rien, entre guillemets. Et au même titre qu'on a des préjugés, comme tu le disais, sur les déficients visuels, enfin les gens qui ont un handicap visuel, sur leur type d'activité, leur vie peut-être, enfin peu sociale, etc., ce qui n'est pas du tout vrai, hein. Écoutez le podcast pour vous en rendre compte. Et ben, on a un peu ces préjugés-là sur ce qu'est un chien. Mais un chien guide et un chien, mais plus quand même. Exactement. Et là, bon, pour mon acclimatation dans ma nouvelle vie, dans ma nouvelle ville, franchement, il est d'une utilité remarquable, parce que tu vois, quand je vais les premières fois que je suis allé à la pharmacie, c'est un accueil royal, quoi. Les gens, waouh, t'es beau, c'est pas moi qui parle, hein, c'est au chien, mais Et ça, tu dois peut-être avoir plus de facilité à le faire en dehors de Paris que dans Paris. Parce que je sais qu'on n'a pas les mêmes échos des habitudes, en tout cas des gens et des praticiens. Et c'est vrai que j'ai plus l'impression que les gens sont plus détendus à l'extérieur de Paris sur cette accessibilité du chien. Mais ça, Christian, à toi de nous le dire. alors l'accessibilité, je dirais que dans les commerces, là, moi, j'ai pas eu de problème. Par contre, ça reste la même chose du point de vue des taxis ou des VTC, hein. Il y a le même problème. Moi, je suis fréquemment obligé de parlementer, hein. Je suis pas dans la menace ou le truc comme ça. Je suis simplement dans la pédagogie, on va dire. Dire oui, mais pourquoi vous refusez le chien? Ah ben parce que je prends pas de chien. Oui, mais bon, d'accord, mais c'est pas un chien normal, lui. C'est un chien guide, donc ça veut dire qu'il a eu une éducation. Donc, et oui, mais moi je viens de nettoyer ma voiture. Je dis, mais il va pas monter dans la voiture, il va monter dans le coffre. Ah bon? Et ah bon, alors il monte, et puis après le gars il me dit, mais enfin, entre autres, hein, tu vois, c'est toutes les réflexions que j'ai pu avoir. Une fois que le chien est monté dans le coffre, mais il va pas me mordre là. Mais non, mais il sait même pas mordre, il sait pas se défendre avec les autres chiens, donc il y a aucune raison, quoi. Mais ça, c'est régulier. Ça, par contre, que ce soit Paris ou la Côte d'Azur ou Marseille, enfin, peu importe, c'est pareil, hein, c'est les mêmes réactions. Qu'est-ce qui a changé finalement concrètement dans ton quotidien aujourd'hui par rapport à ta vie francilienne? Bon, il y a un élément essentiel, c'est que ici, je suis beaucoup plus à l'extérieur que dans mon appartement. Même si je vais pas à un endroit particulier, je suis dans mon jardin, en train de jardiner, en train de bricoler, des choses comme ça, ou même tout simplement ne rien faire, mais je suis dehors.
Et ça change énormément. Sur Paris, ça va 2 minutes d'être dehors parce qu'il y a le bruit des voitures, il y a la circulation, il y a la pollution. Non, non, ça a changé énormément pour moi. C'est que je suis dehors. Et en plus, l'habillement aussi, c'est différent. Hein. Moi, je vois du mois de fin mars à mi-novembre. Allez, non, on n'exagérons pas. À fin octobre, je suis en short et en t-shirt. Hein, ce qui n'est pas le cas à Paris non plus. Donc ça change énormément. Et puis, il y a plein d'autres trucs. Hein. Jardinage, j'ai énormément de chance. Encore ce matin, je suis allé cueillir deux clémentines pour mon petit déjeuner. Et moi, ça m'a toujours fait rêver. Et ça aussi, ça fait partie des éléments quand je réfléchissais. Qu'est-ce que je fais là? Je dis quand même, la Côte d'Azur, il y a ça. Quoi. C'est la première fois de ma vie où j'ai vu ce que c'était qu'un citronnier. C'est comme ça que j'ai appris qu'un citronnier, ça piquait. Parce que quand j'ai mis ma main, ça pique. Hein. Mais voilà, ça change beaucoup de choses. Et puis, je vais pas casser du sucre sur la mentalité des Parisiens, puisque je suis moi-même parisien. Mais j'ai l'impression que les gens sont plus ouverts ici quand même. Et pour une bonne raison, c'est que la plupart du temps, ils vivent à l'extérieur. Ils vivent pas cloîtrés chez eux comme à Paris. Il y a aussi des actifs dans mon quartier, mais quand les gens rentrent du travail, ils vont dans le jardin, ils vont dehors, etc. Paris, on voit plus personne. Les gens sont rentrés chez eux, c'est fini, quoi. Ouais, je voudrais revenir sur tes activités post-retraite, puisque tu es retraité, mais tu es bien loin d'être inactif. Comment ça te permet aussi, le fait d'avoir déménagé, de déployer d'autres activités aussi Moi, je voulais absolument 3 chambres. 3 chambres parce qu'il y a la mienne, il y a celle qui est à disposition des gens que je peux recevoir, et puis il y en a une autre que j'appelle le bureau, dans laquelle, effectivement, il y a un canapé, il y a un bureau, et choses comme ça. Bon, éventuellement, je peux coucher aussi quelqu'un. Mais cette pièce-là est principalement consacrée aussi à la musique. Je fais beaucoup de musique assistée par ordinateur. Mais bon, tout mon matériel est là, et ça, c'est quelque chose d'inestimable. Je suis en train de faire quelque chose, je suis pas obligé de ranger, je ferme la porte, paf, c'est fini, c'est la pièce dédiée à ce genre de choses, et ça, c'est nickel, c'est quelque chose que je n'avais pas à Paris. Donc ça m'a permis d'en faire plus malgré tout, parce que je suis plus disponible certes, mais en plus, voilà, il n'y a pas cette contrainte d'être obligé de faire de la place pour faire autre chose à cet endroit-là. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait de déménager en province. Hein. Quand même, il y a une histoire de place, quoi. Moi, j'ai gagné un bureau dans l'affaire. Alors, ce sera un jour une chambre d'enfant, mais pour l'instant, c'est mon bureau. Oui, mais c'est quand même génial de pouvoir. Ce gain de place, il permet aussi c'est pas que des espaces physiques, c'est aussi des espaces de créativité pour se déployer, quoi, faire des choses pour soi, se retrouver. Moi, je dis ciao Paris, Christian, et toi? Ciao Paris. Hein. J'y retournerai pas. Non, j'y retournerai pas. J'y retournerai pas. Quand ça m'arrive, que ce soit pour l'ANM ou d'autres raisons. L'ANM, c'est l'association nationale des maîtres de chiens guides. Ouais. Dont tu fais partie et dont tu es administrateur aujourd'hui. Voilà. Et lorsque je vais à Paris, donc je prends le TGV, que je débarque à la gare de Lyon, j'ai souvent qu'une seule idée, c'est de repartir dans l'autre sens, quoi, de dire qu'est-ce que je fais là. Bon, heureusement, j'ai d'excellentes raisons d'y aller, mais non, je me sens pas bien. Il n'y a rien à faire. C'est plus chez toi? Non, je suis plus chez moi, et puis je m'y sens pas bien du tout, quoi. C'est physique, c'est bruyant, souvent il fait froid, pas bien, quoi. La dernière fois que je suis montée à Paris, c'est pas que pour l'AG de l'ANM, mais c'était ce séjour-là. Et je me suis fait bousculer. Je me suis fait bousculer dans le métro, mais gentiment, tu vois. Mais en fait, je me rends compte que j'ai plus le même rythme. Tu marches pas assez vite? Ouais, j'avais la poussette. Enfin, en fait, j'ai fait ça quand même pendant la poussette et tout. J'ai quand même pratiqué à Paris. En fait, j'étais plus dans le même mood de cette vitesse parisienne que je captais pas forcément quand j'étais dans Paris, tu vois. En fait, tu te rends compte par défaut quand tu y retournes que oui, en fait, t'as switché. C'est logique et c'est rassurant parce que ça veut dire que tu as fait le bon choix, quoi. Ce serait dommage de dire à chaque fois que je vais à Paris, j'ai envie d'y rester, quoi. Si tu devais donner 3 conseils, 3 écueils à éviter à des Parisiens qui vivent le même handicap que toi et qui ont envie de partir de Paris, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, si c'est avec les mêmes difficultés
visuel, moi je conseillerais quand même d'être épaulé. Et d'être épaulé, comme ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire il ne faut pas se contenter d'un texte, d'une annonce, de quelque chose comme ça. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour te dire attention, là tu es à proximité, je sais pas, d'une bretelle d'autoroute que tu connais pas forcément ou que tu n'entends pas forcément. Juste à côté, là, il y a une salle des fêtes ou il y a un truc comme ça, quelque chose qui attire du monde, qui peut faire du bruit, un stade, des choses comme ça. Bon, non, très bien, il y a des gens qui veulent habiter à côté d'un stade, mais il faut le faire en connaissance de cause. Donc, se faire aider, ça c'est sûr. Et puis, faire un petit peu le bilan entre ce qu'on lâche et ce qu'on va chercher, quoi, parce que on peut aussi se bercer d'illusions, se dire que l'herbe est forcément plus verte ailleurs, ce qui n'est pas forcément vrai. C'est-à-dire, j'entendais à la radio hier dans Grand Bien vous fasse, il disait l'herbe est verte là où on l'arrose. Oui, c'est vrai, mais enfin bon, maintenant on a des Je trouvais problèmes ça d'eau. joli. Oui, c'est vrai. Non, mais parce que je pense à un ami, lui, qui a fait le choix, par exemple, lui, il habitait du côté où tu es, Valérie, il habitait du côté de Toulouse, et maintenant il est du côté de Perpignan. Ouais, dans les Pyrénées-Orientales, c'est très très compliqué. Hein, Sauf que là, voilà, le pauvre, il s'était fait, voilà, il a pris une belle retraite, etc., dans une belle maison avec un grand espace dans la banlieue de Perpignan, dans la campagne autour. Sauf que sa maison est en train de se fissurer de tous les coins parce que, voilà, la terre est tellement sèche que tout ça pour dire que ça, on peut pas le prévoir forcément, mais en tout cas, quand on a un certain nombre de choses, il faut pas se voiler la face et se dire, oui, ça n'arrive qu'aux autres, ça va pas m'arriver à moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça serait quoi le conseil? C'est quand tu dis faire le bilan entre ce qu'on lâche et ce qu'on va chercher, c'est-à-dire quoi? Ne pas fuir, en fait? Oui, et puis ne pas fuir n'importe où. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai pris une maison, mais j'ai bien fait le calcul. Quel est l'avantage par rapport à vivre en appartement et quel est l'inconvénient aussi? Bon, l'avantage, c'est que j'ai personne. Moi, comme je disais tout à l'heure, je fais de la musique. Donc moi, si j'ai envie de faire de la musique à minuit, il n'y a rien à faire. Je ne gêne personne. Je peux faire la musique, tout le bruit que je veux. Il y a pas de souci. Chose que je ne peux pas faire en appartement. Bon, par contre, j'ai eu des soucis de toiture. Je suis tout seul à en supporter la charge. Donc, ça fait partie des choses qu'on pense avoir en tête forcément, mais qu'on peut facilement oublier si on a un coup de cœur pour telle ou telle chose. Voilà, donc il n'y a pas que ça, hein, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est la réelle envie qu'on peut éprouver, le réel besoin de quitter un endroit et puis de s'installer ailleurs. Il faut aussi avoir ça en tête et ne pas se faire des frayeurs là où il n'y a pas lieu de s'en faire. Il faut faire la part des choses. Donc, le conseil 1, c'est d'être épaulé. Le conseil 2, c'est de faire le bilan de ce qu'on lâche et de ce qu'on va chercher, bien faire le calcul, être assez réaliste, quoi, finalement. Et le troisième, alors? Le troisième, il est un petit peu, peut-être même à la limite, il peut être perçu comme étant contradictoire avec le reste. C'est que globalement, faire ce qu'on a envie de faire quand même, quoi. Faut pas non plus s'arrêter à des problèmes métaphysiques. Il y a des choses, si on les fait pas, on risque de les regretter un jour, quoi. Peut-être ne pas se laisser, stopper par son handicap et s'autoriser, Oui, de toute façon, il faut pas que, alors, je vais peut-être dire un mot qui sera mal perçu, mais il faut pas s'handicaper plus qu'on ne l'est. Je dirais qu'il faut en tenir compte, certes, mais ne pas s'arrêter à ça, parce que à ce moment-là, on fait plus rien. Hein, on fait plus rien. Et à la limite, on fait plus rien à l'endroit où on est, donc évidemment, on n'a pas envie de partir non plus. Et puis voilà, il faut pas avoir peur de se lancer, quoi. On vit qu'une fois, hein, donc faut y aller. Il y a un truc entre, à la fois, il faut bien, penser le projet et le construire quelque part et en même temps, pas trop se poser de questions non plus, quoi. Il y a un entre-deux comme ça, il y a une espèce de zone, Voilà, il faut écouter un petit peu son instinct aussi. Il y a des moments, c'est comme pour toutes les choses dans la vie, hein. Tu vas avoir tout ton entourage qui va te dire non, il faut pas faire ça, il faut faire telle autre chose, et puis du coup, toi, tu le fais et ça marche. Comme quoi, il faut aussi savoir s'écouter avec raison. Mais ça se fait pas à la légère, hein. De toute façon, il faut bien, bien y réfléchir. Et puis un petit conseil aussi, c'est-à-dire, moi je suis très content d'avoir pris cette décision de dire je ne viens qu'avec des cartons, parce que du coup la maison je l'aménage en fonction de la taille des pièces et non pas en fonction de la taille des meubles avec lesquels je viens. Ça c'est beaucoup plus pratique. et alors à l'inverse, s'il y avait des écueils, des choses, auxquelles il faut faire attention, par rapport encore une fois, hein, à ton expérience et aux galères que tu as pu rencontrer, s'il y avait 3 écueils, à éviter, pour les Parisiens,
qui voudraient quitter Paris et qui vivent le même handicap que toi, qu'est-ce que ce serait ? Je reviens toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire, par exemple, il ne faut pas aller s'isoler dans un endroit où vraiment, en cas de pépin, on va se retrouver seul. Aspect primordial qu'il l'était pour moi, et je pense que c'est le même cas pour les gens qui sont dans ma situation, il te faut absolument des transports en commun. C'est indispensable, ça. Il faut forcément l'aspect médical de la chose, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre une voiture et d'aller dans la ville d'à côté chercher ce qu'il faut à la pharmacie. C'est bien de vouloir être indépendant, mais il ne faut pas être trop isolé non plus. Il faut rester d'une façon raisonnable. Et puis, quand tu dis qu'il ne faut pas être isolé, c'est que vous acceptez quand même, là tu nous parlais des 1,8 km sur une des questions qu'on me posait, c'est que tout ne doit pas être à 500 mètres. Vous savez bien marcher et vite marcher, comme tu nous le disais avec lui. Enfin, c'est quoi ta distance pour toi moyenne Moi, je dirais que c'est à peu près de cet ordre-là. Jusqu'à 3 km, ça va. 3 km, ça va, parce qu'il faut revenir après aussi. Le chien, 6 km, ça commence à faire quand même. C'est pas forcément du point de vue physique, mais le chien, il a quand même toute son attention, tous ses sens en éveil. C'est fatigant pour un chien. Il n'y a pas de mystère. S'ils ont droit à la retraite, c'est parce que c'est un vrai boulot. Avec une attention très, très accrue. Donc, premier écueil, ça serait de ne pas trop s'éloigner, de rester accessible. Deuxième écueil, selon toi ? Deuxième écueil, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi quand même avoir il ne faut pas aller dans un truc non praticable, quoi. Il faut un petit peu ce que m'avait dit un de mes fils, si tu n'as pas de trottoir, tu es obligé de marcher sur la route, c'est pas très, très rassurant non plus, il faut faire attention, ça. À la configuration du quartier, on va dire. Il faut être assez vigilant là-dessus, parce que ça peut vite devenir dangereux. Le chien, malheureusement, il va pas éviter le chauffard qui roule à toute berzingue sur la route, quoi. Je sais qu'en termes d'éclairage public, ça fait partie aussi des questions. Parce que tu parles des trottoirs, mais si tu as le trottoir et pas l'éclairage public, sur les jours courts de l'hiver, ça rajoute un peu des contraintes, quoi. Est-ce qu'il y a un troisième écueil ? J'ai trouvé une parade à ça, mais disons que un des éléments, notamment si on envisage de s'installer dans une maison, comme je le disais tout à l'heure, la maison implique un certain nombre de choses, du bricolage, des choses comme ça. Donc il faut prévoir quand même si on n'a pas de charge, il faut prévoir qu'on aura quand même des charges, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas soi-même et qu'on fait faire. Ouais, et puis il faut prévoir que ça coûte un petit billet. Tu vois, nous, on a fait tailler, on a un grand tilleul dans le jardin et un bouleau, je crois, et qui sont vraiment immenses. On les a fait tailler, tu vois, on a eu pour 600 balles. C'était juste avant Noël. Allez, joyeux Noël. Donc t'es très content, tu vois. Donc ça coûte un petit billet. Voilà, ne pas voir que le bon côté de la maison et choses comme ça, avec le jardin où on peut s'amuser. Le jardin, il faut qu'il soit entretenu. Donc voilà, ça fait un certain nombre de contraintes. Merci beaucoup d'avoir écouté cette conversation. J'espère sincèrement qu'elle vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Le lien est dans la description de l'épisode. Avec Anna, on vous retrouve jeudi dans 2 semaines pour une nouvelle histoire. Et d'ici là, venez nous faire un coucou sur Insta, @Ciao Paris le podcast, tout attaché. Ciao, c'est I-A-O. Allez, ciao!